d'accord. Le 13. C'est pas le mien. Bonjour. Bon, du coup, nous on voulait, c'est intéressant finalement. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était, donc on travaille à Oscaro, là, toute là-haut. On va aller manger tout à l'heure les pizzas et les bières. C'est intéressant parce que du coup, nous on avait prévu de faire un talk un peu moins technique. Et plus axé sur, parce que finalement on est dans une position un peu particulière par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que la plupart des projets qu'on a vus étaient des projets en chambre blanche, ils commençaient à zéro, en closure script, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et deuxièmement, dans des toutes petites structures où du coup on a l'agilité pour se retourner. Donc du coup, hop, on va commencer directement puisqu'on est en retard. Oscaro, on part de quelque part. Voilà, donc ça c'est quelques chiffres pour donner une idée de notre site web actuel, qui tourne. Donc 10 millions de visiteurs par mois, 55 millions de pages vues par mois, 800 000 produits au catalogue, c'est pas énorme, même si ça nous met déjà largement au-dessus de la FNAC, la plupart des e-commerçants, mis à part Amazon. Pourquoi? Donc on vend des pièces automobiles d'origine sur Internet, donc des pièces automobiles, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'automobiles. Du coup, ça fait un inventaire gigantesque. Notre valeur ajoutée, c'est pas qu'on vend les pièces, c'est qu'on peut dire aux clients sur quel véhicule se monte, quelle pièce ils ont besoin pour un véhicule donné. Donc, on les aide à identifier un véhicule, ensuite on leur dit telle pièce va sur tel véhicule. Donc, ce qui va nous intéresser en termes de volumétrie, c'est pas le nombre de produits qu'on vend, c'est le nombre de montages d'un produit sur un véhicule. On connaît 70 000 véhicules, donc la volumétrie qu'on a, c'est 800 000 pièces par 70 000 véhicules. Elle n'est pas complète, évidemment, toutes les pièces n'ont pas sur tous les véhicules. À l'arrivée, on a quand même plus de 25 millions de pages. Et ça, c'est pas les pièces qu'on connaît, c'est juste les pièces qu'on expose sur le site parce qu'on sait où les acheter. Il y en a beaucoup d'autres dont on sait où elles sont, mais on ne sait pas où les acheter, par contre, on ne peut pas en faire grand-chose. Voilà, on est plus de 800 en tout, pas juste à l'IT. L'IT est déjà à plus de 70 personnes quand même. C'est une équipe importante. Et on a, grosso modo, on avait 1000 commandes par jour, donc à ce niveau-là, on ne peut pas couper le site un jour pour en mettre un autre. C'est pas possible. Du coup, il y avait en plus un contexte un peu spécifique, donc notre site sur lequel on fait tout ça, qui fait tout à fait son travail depuis de longues années, puisqu'il doit avoir bien 8 ans aujourd'hui, donc c'est en .NET MVC. Voilà, avec du jQuery pour le JavaScript devant, donc assez classique pour le moment où il a été bâti. Il a été changé, bougé à différents moments, un peu réfactoré à différents moments pour le code, mais sa structure générale et son architecture n'a pas tellement bougé. Il est aussi très monolithique. Grosso modo, le site s'occupe des clients, des factures, des commandes, de tout un tas de choses directement dedans. Il n'y a pas tellement de services ailleurs. Le site, c'est vraiment le vaisseau amiral. Un peu un paquet. Du coup, voilà. Et autre contexte intéressant, il y a 2 ans, il y avait eu une tentative de réécriture from scratch du site qui avait été faite, justement, le Big Bang, en Python Django, pour tout un tas de raisons, pas essentiellement techniques, mais néanmoins pour tout un tas de raisons, ça a été un échec. Donc en plus, là, on prend le problème au moment où on commence à se poser la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'était il y a à peu près 9 mois, en gros. Bon, grosso modo, on ne peut pas faire 2 ans de développement sur un nouveau site from scratch, là, parce que c'était déjà urgent il y a 2 ans, et que du coup, si on arrive avec cette proposition-là, ça va probablement pas passer. Ce qui pose un problème intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà du closure en prod chez Oscaro, on en a déjà parlé à d'autres meetups, on pourra en reparler dans le back-end, à la R&D, à différents endroits, dans de l'algorithmie, du machine learning, des choses comme ça, mais il n'y a pas c'est des endroits qui sont finalement très isolés, qui ont été profondément plus ou moins aussi des chambres blanches, dans une grosse boîte, mais néanmoins une nouvelle structure, un nouveau programme, quelque chose from scratch, c'était facile. Là, il s'agit d'interopérer. C'est ça dont on veut vous parler, comment on fait. En fait, est-ce qu'on n'a aucun espoir d'arriver à mettre du closure script, en l'occurrence, en prod, quand on est déjà dans une grosse structure qui a déjà un gros site. Donc, un état des lieux rapide. Les 2 gros problèmes qu'on avait à essayer de régler, c'est quand on a fait l'inventaire de, bon, si on enlève notre opinion technique sur la maintenance du JavaScript et de la CSS, on a
dizaines de milliers de lignes de CSS, des choses comme ça. Enfin, voilà. Si on enlève tout ça et qu'on parle juste d'un point de vue business, qu'est-ce qui gêne vraiment, qu'est-ce qui est vraiment notre problème sur ce site? C'est facile, il y avait deux problèmes principaux. Un, notre SEO, donc l'optimisation des moteurs de recherche, était très problématique, exactement pour la raison que j'ai dit avant. On a plus de 22 millions de pages. Google se perd horriblement dans les 22 millions de pages, ne les indexe pas toutes, etc. Donc on perd énormément de vues SEO, juste parce que le site est fait pour que les gens trouvent leurs pièces, c'est très bien, mais par contre Google s'y perd complètement et ça c'est mal. Du coup, un site beaucoup plus petit que le nôtre, qui vend beaucoup moins de pièces et qui a beaucoup moins de choix, a tendance à être mieux placé que nous sur beaucoup de produits, juste parce qu'ils ont moins de pages. Deuxièmement, la grosse difficulté, donc notre catalogue est vraiment assez gigantesque. Il provient de sources qui sont de très mauvaise qualité. Donc, juste pour l'anecdote, notre source de données principale de données catalogue, on en a beaucoup, et notre source de données principale de données catalogue est sous forme de format texte à taille fixe. Autant dire qu'elle traite des cartes perforées et toujours compatible avec ce genre de format. C'est ça qu'on va mettre dans le site. Voilà, c'est dur à maintenir, c'est dur d'en faire quoi que ce soit, et ça nous empêchait d'être agile dès qu'on essayait de changer quoi que ce soit sur le site parce qu'on était à peu près sûr de casser les cartes perforées derrière. Voilà. Ça, c'était nos deux problèmes. Ça tombait bien finalement. En ClojureScript, on avait en ClojureScript, il y avait deux choses qui pouvaient nous apporter des solutions. Un, du point de vue de la data, j'aurais quand même un langage extrêmement efficace pour manipuler de la data même complexe et en faire des choses, et en faire des choses sur tout le long d'une chaîne. Typiquement, on parlait des specs, on a maintenant des specs qui partent des cartes perforées de ce format-là. Ils écrivent ce qu'on lit dans les formats à taille fixe et qui les emmènent jusque dans le site. Alors ils ne sont pas encore dans le ClojureScript, pour l'instant ils s'arrêtent juste à l'API qui est devant, ils vérifient ce que renvoie l'API. Dans peu de temps, j'espère qu'on pourra les mettre aussi dans le ClojureScript, on aura une vérification que les données sont exactement au format qu'on pense qu'elles doivent être à tous les moments de la chaîne de transformation, qui est assez longue, qui traite des gigas de données à différents endroits, etc. Et on a un seul projet qui s'appelle Schema, le Schema, donc là en ClojureScript, et qui est partagé par toutes les parties de la chaîne. Il n'y a pas de code dedans, il n'y a que le schéma. Et du coup, on peut garantir que si tout le monde dépend de cette version-là de schéma, tout le monde sait se parler avec la même donnée. C'est extrêmement pratique, ça nous a déjà sauvé plusieurs fois de faire des mises en prod qui allaient casser quelque chose, une chaîne complexe. Voilà. À un moment, ça cassait parce que les schémas ne passaient plus, parce que quelqu'un avait utilisé une version d'avant, une version d'après, des choses comme ça. Voilà. L'autre intérêt pour nos pages, nos pages trop nombreuses, l'isomorphisme. Pourquoi? Ce que permet l'isomorphisme du back et du front, c'est qu'on écrit une seule fois le code, on a une seule manière de le générer, mais par contre on peut décider à la volée en fonction de l'endroit où on est dans notre site, selon est-ce qu'on est profond ou pas, est-ce qu'on est sur un type de produit où Google voit énormément de pages ou est-ce qu'on veut qu'il en voit très peu, pour tout un tas de raisons qui tiennent à la manière dont Google indexe ou à d'autres critères, en fonction de quasiment de la configuration, on peut décider si la page est une page blanche qui est rendue entièrement en JavaScript ou si la page est une page entièrement rendue côté serveur en HTML. Et on peut la rendre entièrement en HTML et superposer au moment où React remonte le DOM par-dessus l'HTML, il voit que c'est exactement le même, il est très content, il ne se passe rien, et le ClojureScript reprend la main entièrement sur la page sans que le client ne voit quoi que ce soit. Donc ça, d'un point de vue SEO, c'était extrêmement puissant. Ça avait aussi, donc là c'est ce qu'on a dit rapidement, ça avait d'autres intérêts pour pouvoir faire ça, il y avait deux technos, finalement aujourd'hui un peu matures, des choses qui existent ailleurs, mais si on voulait le faire de manière, finalement ce qui était réellement utilisé en prod, quelque part ailleurs au moins, c'était soit Node.js, soit ClojureScript, et du coup, ça rendait les choses plus simples, parce qu'on n'avait pas de Node.js, on avait déjà des ClojureScript, du Clojure en prod, voilà, on avait plus de compétences. Je trouve que c'était un choix prudent. Voilà, ça a aussi d'autres intérêts qu'on a vu une fois qu'on avait avancé. L'isomorphisme a énormément réduit la taille de code qu'on a besoin de maintenir. Il nous a également beaucoup fait gagner en perf, puisque le premier rendu, et avec l'HTML entièrement sur mobile, typiquement même sur mauvaise connexion, est très très bon par rapport à si on était réellement dans un cadre d'une single page. Voilà, on a fait quelques benchmarks un peu informels sur des choses plus précises à présenter dans le futur. Voilà, Ouais, bon, c'était une bonne présence.
Exactement. Je sais plus où on était. Oui, donc du coup, aussi, ce qu'on voulait mettre en place, c'est aussi important. Enfin, c'était aussi, ce qui en découlait de l'isomorphisme aussi, ça a été de décider directement que tout ce qui était rendu par le serveur était immutable. C'est-à-dire, jamais d'information de session, de cookie, de quoi que ce soit, la page qui est derrière une URL est la même pour tout le monde. Ce qui nous donne un avantage, c'est qu'on le cache, à Fury, on peut le cacher dans un CDN, et du coup, avoir des performances beaucoup plus importantes dessus. Donc, c'est un dogme qu'on a mis en place dès le début du projet, c'est l'HTML qui est rendu doit toujours être le même, et vice-versa. Après, les modifications d'informations, de sessions, autres, viennent du côté client JavaScript. Donc, l'intérêt aussi derrière, c'est que pour l'instant, après, on a une seule page qui a été rendue de cette façon-là, qu'on a sur le site, mais après, si on a une navigation qui va sur toutes les pages du site, en utilisant par exemple Story.js et en pouvant brancher les données, bon là, ça commence à être un peu compliqué, il faut être smart, mais bref, on peut garder des sessions qui seraient là tout le temps. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un HTML toujours rendu de la même façon. À notre échelle, alors quand on est tout petit, bon, bah, finalement la perf c'est bien à avoir, mais ça ne change pas grand-chose. À notre échelle, ça fait une vraie différence. On a parfois des pics des pics de charge qui sont un peu durs à tenir. La fois où on était passé sur M6 à Capital en prime time, le site avait fait ce qu'il pouvait, mais en fin d'émission, il ne réagissait plus beaucoup pour vrai. Voilà, si jamais ça nous arrive de nouveau dans un plus gros pays, bah, avec un peu de chance, toutes nos pages sont derrière un CDN, on ne le verra pas passer. Donc c'est une grande sécurité. On a déjà eu aussi des attaques DDoS, typiquement. À partir du moment où on fonctionne comme ça, quelque chose de très rassurant, c'est que tenir l'attaque DDoS, c'est le problème de notre CDN. Et puis du coup, comme on est dans le CDN, donc on va être, en gros, Google va pouvoir accéder aux pages beaucoup plus vite et aussi améliorer notre performance sur les sites. Donc on n'a pas bien précisé le pipeline de production. Bah alors peut-être juste pour dire un mot, sinon ce sera juste, comme je disais, il y avait deux objectifs, il y avait l'isomorphisme, le fait d'avoir quelque chose de performant, et il y avait donc le fait de mieux manipuler les données. Donc une autre décision qu'on a prise, c'était alors on n'utilise pas d'atomique parce qu'à cette échelle-là, là on aurait un problème, l'utilisateur n'est pas là. Par contre, on a décidé qu'on manipulerait plus notre donnée de catalogue dans des bases de données mutables, en gros. Quand on fait une publication catalogue, on prend tout un tas de données, on peut repartir depuis les cartes perforées, réappliquer toutes les modifications, toute la normalisation, toutes les modifications manuelles qui ont été faites, réappliquer toutes les règles, reproduire un index qu'on met dans un Elasticsearch, mais qui est en fait un index clé-valeur, qui pourrait être des fichiers, qui est un index clé-valeur qui est entièrement immutable. À la fin du processus de production du catalogue, on produit 100 gigas, je crois, de fichiers JSON qui ne changeront jamais sur le site. L'index est entièrement immutable. Quand il y a une mise à jour, on reproduit un autre index et on switch un alias. C'est très pratique pour tout un tas de raisons. Ça nous offre un rollback garanti instantané si jamais on a un vrai problème de données. Ça nous donne beaucoup plus de facilité pour faire de la validation de données, tout un tas de choses comme ça, puisqu'en gros, comme on produit les données d'un coup en même temps, on peut les valider globalement, on n'est pas obligé d'essayer de comprendre qu'est-ce que les modifications sont en train d'apporter par rapport à d'autres montages sur un autre véhicule qui partagerait des caractéristiques, des choses comme ça. Tout ça n'est pas un problème. On peut, voilà, ça a des gros contraintes en termes de performance, par exemple. On produit 100 gigas sur 800 machines aujourd'hui en dataflow, on prend dans le cloud et puis qu'on en donne derrière. Ça a des défauts, ça a un gros avantage, on est sûr de ce qu'on fait et on a une bonne confiance dans la manière dont ça se produit, on a une facilité de rollback, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut faire prendre des choses plus performantes. Mais voilà, alors c'est pas directement du closure, mais ça venait de la même idée. La data, on la manipule, on lui applique une fonction de transformation, on en fait un ensemble qui est immutable et on n'y touche pas pendant qu'on est en train d'utiliser. Alors oui, là c'est l'implémentation en fait qu'on a pu utiliser parce que, comme on a introduit le talk, l'intérêt était quand même d'arriver à mettre en prod du closure script et donc aussi toute cette nouvelle stack directement sur un site, sur l'architecture .NET. Donc le parti pris qu'on a pris en fait, ça a été d'utiliser la stack .NET qui nous sert de reverse proxy sur certaines pages. C'est-à-dire sur certaines URL, on a un reverse proxy qui est plutôt un reverse proxy fictif, c'est dans du code, qui sait que sur ce cas-là, il faut qu'elle chercher l'HTML sur notre nouvelle stack. Donc du coup, on va avoir, il n'y a pas d'autres interactions qui est faite par ce service. Il prend l'HTML qu'on rend du côté closure, donc le serveur qu'on a déjà. Bref.
et il leur donne directement à la stack .NET, et donc au client, qui lui va appeler les nouvelles assets qui correspondent du coup au closure script. Donc c'est un peu le schéma qu'il faut regarder. Donc, pour résumer un peu plus proprement, le client contacte directement le front e-commerce standard, qui lui va aller chercher donc l'HTML qui est au-dessus des applications, etc. Qui va retourner un HTML qui lui va spécifier des assets qui seront du coup sur un nouveau serveur et un nouvel environnement pour le client, qui aura du coup le JS qui correspond à ces pages-là avec les nouvelles assets. C'est un projet qu'on a appelé Yoda qui du coup donne ces deux services. On closure du côté-là avec un Instance quand même pour faire leur proxy, et de l'autre côté, on closure script. Il y a aussi du Nginx pour gérer 2-3 trucs avec les assets, etc. Mais ce qui nous a permis, donc, du coup, sur ceci, on a une seule page qui est aujourd'hui en closure script sur toute la stack. Deux pages. Alors, Deux types de pages. deux types de pages. Oui, mais pas que deux pages sur les 25 millions, hein, c'est plusieurs pages sur les 25 millions. En gros, les pages jusqu'au voilà, les pages catalogues en fait. Parce que. Ce qui était juste intéressant, ce qui était peut-être juste intéressant de dire, c'était bon, c'est un schéma simplifié, c'est-à-dire qu'en gros, ça c'était le plan au départ. Ouais. Profondément, il y a au moins une dizaine de boîtes en plus, parce qu'une fois qu'on commence à faire du corps et du machin et du bidule pour essayer de faire des appels qui sont reverse proxés par une stack, qui sont renvoyés sur une autre, mais pas sur le même type de domaine, des choses comme ça, et qu'on essaye de faire correspondre des environnements de dev, de prod, évidemment, n'ont pas le même nom de domaine, sinon ce serait trop simple. À ça, il y a un peu de complexité, voilà, il faut faire du Nginx, il faut apprendre à faire des URL rewrite et des choses comme ça. On s'en sort, en vrai, on n'a pas eu de problème énorme. Ce qui est intéressant peut-être juste dans l'approche qu'on a eue, ça c'est une solution transitoire, le fait qu'on ait un reverse proxy devant, c'est parce qu'on voulait pouvoir mettre en prod au fur et à mesure qu'on produisait des pages. On ne voulait pas refaire l'idée du Big Bang, c'est-à-dire on refait tout un bout du site et à la fin on met tout le bout du site, ça ne marche pas. On voulait pouvoir le faire au fur et à mesure. Donc, c'est une solution transitoire où les deux cohabitent avec un reverse proxy. À terme, les deux sites seront l'un à côté de l'autre. Il n'y en aura pas un qui fera un reverse sur l'autre. Et ils géreront des pages différentes. Toute la navigation, le catalogue, la mise au panier sera du côté closure script. Toute la partie gestion des comptes, gestion du checkout, paiement, livraison, etc., reste du côté du site actuel. Pourquoi ? Parce qu'il le fait très bien. On a regardé, il n'y a pas de valeur ajoutée business réellement à réécrire cette partie-là tout de suite, et même en soi d'ailleurs à dire, pour le moment ça marche. Et en plus, du coup, la simplification de la partie catalogue permettra de refactorer cette partie-là, de nettoyer la CSS, de refaire des composants, etc. Donc d'avoir du code propre des deux côtés. Et donc voilà, donc en gros, on a beaucoup bossé pour avoir une solution transitoire qui ne devrait durer que quelques mois. D'une certaine façon, c'est des efforts dont on peut se dire, oui, ce serait plus simple d'aller directement à la cible. Oui, mais là, on a rassuré tout le monde, parce que c'était difficile de donner confiance aux gens sur ce qu'on était en train de faire pendant longtemps, à partir du moment où ils ont vu des pages en prod. Et comme le monde de l'URL en bas, c'est en prod, sur tous les sites. Voilà, ça a facilité beaucoup les choses. S'il y avait déjà X pages qui étaient comme ça, ça ressemble beaucoup à l'autre, volontairement, puisque les deux sont censés cohabiter pour l'instant, on ne va pas tout casser. C'est une single page app, elle a été rechargée, on ne va pas rentrer dans les détails. On va expliquer comment on l'a fait quand même, mais bon voilà, c'est juste pour dire, c'est là, ça marche en prod. Il y a des animations. On n'a même pas besoin de une vraie single page app. Il y a des animations. On ne va pas rentrer dans le détail plus que ça, mais voilà, ce qui était intéressant, c'était de se dire, on a choisi une structure symbiotique pour les deux sites, en se disant, on va répartir quelles sont les responsabilités d'un côté et de l'autre, et comme ça, on va pouvoir amener une brique complètement nouvelle, mais en ayant très bien défini les spécifications qui l'unissent à l'autre. Voilà, c'était l'approche qu'on a eue. Comme on a réussi à mettre en prod et qu'on n'a pour l'instant pas perdu, on ne va rien casser en faisant ça. Il semblerait que c'était une approche qui peut être intéressante pour ce genre de choses. Alors, donc, on va parler un peu plus rapidement de ce qu'on utilise. Nous, on a utilisé Boot pour tout ce qui était build, parce qu'en fait, ça nous a simplifié la vie sur. Il y a quand même dans la stack, du coup, on a dû refaire l'intégration, parce qu'on a changé le code closure, le closure script, la stack content. On a aussi lancé en parallèle un projet de bibliothèque de composants et de refaire une nouvelle intégration et des nouveaux composants. Donc, du coup, il fallait pouvoir donner aux intégrateurs la possibilité de travailler directement sur ces pages listes. Donc ça nous a fait aussi la vie pour vous. Je ne sais plus exactement c'était quoi le problème avec les Google quand on avait mis au début.
Alors, en soi, c'était pas un problème. La chose qu'on voulait, en fait, notre contrainte, c'était son DI, ce qui serait vraiment merveilleux, c'est qu'on ait un seul outil pour à la fois faire le dev et faire la release, que ce soit la même chose que lancent les intégrateurs quand ils travaillent sur la CSS, qui compilent cette CSS le jour où on fait la release. Deuxièmement, on voulait que ça marche partout, c'est-à-dire sur Windows, sous Windows, sur des environnements très différents. On voulait quelque chose de relativement contenu, non pas d'avoir installé l'autre et 15 trucs en même temps, parce que sinon là ça devient trop complexe à essayer de l'installer chez tout le monde. On voulait quelque chose qui soit relativement standalone. Et comme on voyait qu'il y avait tout un tas d'effets de bord, il fallait appeler, compiler du SAS, faire tout un tas de choses pendant gérer les assets physiques, les répartir sur plusieurs sites, etc. On s'est vite dit qu'on pouvait faire des plugins Line Gun pour tout ça, mais faire un plugin Line Gun, c'est pas particulièrement marrant. Et l'aspect très déclaratif de Line Gun ne correspondait pas à ce qu'on faisait. Là, on était en train de faire un makefile, et finalement le boot, c'est un makefile très bien pensé et relativement immutable pour gérer ça. Et donc, on s'est dit, très bien, on a besoin d'un script de dev et de déploiement, et c'est ça qu'on va écrire avec boot. Ça nous a... Et voilà, ça a très bien marché, effectivement. Ça a pris un peu de temps pour configurer le tout, mais alors, il y a eu le plus long du projet, probablement, en termes d'étapes. Globalement, on y a passé 2 semaines à 2. Mais toutes les étapes qu'on voulait, on a un build, on build déjà avec, on build des assets avec. Les différents services peuvent l'utiliser pour lancer sur leur machine, tester sur leur machine, mais aussi tester sur leur mobile en remote sur la machine. On a les reload, etc. Les reload de la CSS, du PureScript, du JS, même des templates. On a templates parce que derrière on a des templates en nullbar et puis on a fait un petit. Les templates en nullbar ont du mal à reloader. Ça c'est un problème. Mais sinon tout le reste fonctionne vraiment bien. Et voilà. Ça c'était ça qu'on comptait vous mettre en démo. Donc on a différentes tâches selon les rôles de chacun. Les intégrateurs n'ont pas les mêmes tâches que les devs. Enfin, pas les mêmes tasks que les devs, mais au final, on a pu customiser ça pour chacun, ça marche très bien. Il y a même certains intégrateurs qui ont leurs tasks spécifiques pour lancer le serveur ouvert sur l'extérieur avec tous les ports ouverts pour pouvoir tester c'est bête, mais pouvoir tester directement sur leur téléphone. En gros, ils se connectent avec leur téléphone sur leur serveur local, et du coup, ils ont le live reload de la CSS qu'ils sont en train de faire sur l'ordinateur, sur leur téléphone à côté d'eux. Ils sont en train de faire du mobile, ils sont très contents. Et ça fonctionne sous Windows, ça. Une fois qu'on se débrouille avec les flashs. Donc voilà. Oui. Ok. Donc voilà, donc ça c'était le front, donc la partie front Clojure script. La partie back, donc qui est isomorphe, utilise Pedestal comme backend. Pourquoi? Parce qu'on a déjà beaucoup de Pedestal. Tous nos services en Clojure qu'on expose par ailleurs sont depuis maintenant en Pedestal quasiment. Donc on avait déjà tout un tas d'intercepteurs internes qui permettent de gérer tout un tas de choses. On a des intercepteurs de log, de métriques, de gestion d'erreurs, de diffusion des métriques dans Zabbix, de monitoring. Plein de choses, donc ça nous permettait de tout réutiliser directement. Et c'était très compatible avec. Bon, je ne vais pas mettre. Si vous avez des questions, je ne m'étendrai pas, on est sur la partie front dès qu'on est en retard. Et c'était très compatible avec ce qu'on pouvait utiliser pour faire notre front back isomorphique, à savoir ROM, effectivement. Alors, pourquoi ROM? On a du reframe aussi en prod sur des outils internes. Et en tout cas, j'aimais beaucoup aussi reframe. La décision de prendre ROM le premier proto de ce qu'on a fait était en reframe, et pas en ROM. La décision de choisir ROM est venue de 2 choses. ROM a un très bon support out of the box de l'isomorphisme, vraiment excellent. Je veux dire, ça marche, on lance et ça marche. Le rendu serveur, donc, qui est expliqué, marche vraiment du premier. Exactement. Très rapidement, c'était des parties qu'on a mis moins de temps à mettre en place. On était persuadé que le prototype pour arriver à un truc isomorphe où le reload marche parfaitement, on en avait déjà pour des semaines d'essais et ça a marché au bout de 2 jours. Voilà, on s'est dit bon, ça c'est pas mal. Ça c'était vraiment déjà un bon truc. Alors ça reste pas vrai tout le temps. Une fois qu'on commence à créer d'utiliser ces classes d'animation, qu'on crée du markup, donc en React qui existe parallèlement dans le DOM, là du coup ça, évidemment les classes custom, il ne sait pas les repérer ROM, donc là il faut lui dire comment est-ce qu'il doit se débrouiller pour créer du markup qui correspond pas au browser, pas se planter dans ses ID, etc. Il y a 2-3 trucs tricky une fois qu'on tombe dans les cas avancés, mais
globalement, on peut s'en sortir quand même, et le moteur marchait très bien dès le départ, et très rapide, très agréable. C'était un gros plus. En soi, ça ne serait pas forcément si on a du temps, c'est pas forcément un problème insurmontable, dans le sens où il n'y a rien dans les moteurs de rendu back-end de ROM qui dépendent de ROM. Absolument rien. On peut faire un copier-coller de la partie back-end de ROM, la mettre dans Reframe et modifier 2-3 lignes, et grosso modo, ça devrait marcher. C'est pas. C'est très. Non. Bon. C'est théorique, on va essayer. Théoriquement, en tout cas, il n'y a rien qui l'empêche. Mais voilà, mais en tout cas, ça marchait bien directement. Deuxièmement, ça nous plaisait bien de ne pas avoir de modèle d'état imposé comme Reframe. Reframe a un super modèle d'état qui est vachement intéressant, et qui est très agréable à utiliser. Mais là, bah voilà, on se lançait dans un gros truc, on avait des éléments dans JavaScript, peut-être d'interop qu'on allait devoir avoir à différents endroits. On n'était pas trop sûr de ce qu'on allait pouvoir faire. Du coup, le choix de ROM, c'était aussi le choix de quelque chose qui n'avait pas de modèle d'état imposé. Donc, si jamais on avait besoin, pour finir le projet dans les temps, de faire un truc rad à un moment, bah, ce serait plus simple dans Reframe, pour avoir déjà dû faire ce genre d'interop dans ROM que dans Reframe. Mais on peut aussi faire aussi des trucs un peu. Enfin, on peut aussi améliorer en mettant encore à 5, etc. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti sur ça en se disant comme ça, on aura la liberté de choisir notre modèle, comme on va le voir là. Voilà, State Management Scrum. Au final, on a essayé plusieurs choses et pour l'instant, on n'a rien trouvé qui soit embêtant dans le modèle de Reframe. Du coup, Scrum est une très bonne librairie pour ROM qui réimplémente exactement le modèle d'état de Reframe dans ROM. On va probablement passer dessus. Mais au moins, on sera laissé le choix. On saura accélérer comme on a fait. On s'est laissé 6 mois de réflexion. Voilà, en fait, en vrai, c'est un très bon modèle. Le choix de pédestal a un petit défaut là tout de suite, instantanément aujourd'hui, c'est que on dit qu'on veut être isomorphe, c'est bien, pour l'instant c'est pas très dur, on a que 2 pages. Si on en a un peu plus, bah, il serait intéressant d'être aussi isomorphe dans notre routing. Et le routing de pédestal aujourd'hui n'existe pas en ClojureScript, donc c'est une difficulté. Alors bon, voilà, on a différentes solutions. On n'a pas encore vraiment tranché, mais ça va être un problème à se poser. En gros, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les routeurs isomorphes n'ont pas forcément une très bonne intégration dans autre chose que Ring, globalement. Donc si on ne veut pas utiliser Ring pour tout un tas de raisons, bah, on est obligé de prendre des routeurs qui sont un peu spécifiques. Et du coup, voilà, c'est pas évident à gérer. Alors il y a une solution simple, qui peut être d'avoir un routeur, un pédestal qui délègue tout son travail de routing à un routeur isomorphe qui est dessous du côté serveur. Ça marcherait. Belle route étoile. L'autre qui fait tout. Au pire, on fera ça. Mais il y a une lumière au bout du tunnel dans ce que je vois des développements en cours sur Pedestal. Ils font beaucoup de choses pour extraire complètement la logique de routing du reste de la framework. Et de manière évidente, c'est dans l'optique de la porter en ClojureScript. Elle est déjà, à mon avis, quasiment compatible. À mon avis, c'est quelque chose qui est à l'horizon. Voilà. Passer le state management à quelque chose qui ressemble à du Reframe. C'est intéressant d'un point de vue de code, c'est intéressant pour refactorer un certain nombre de choses qu'on a fait qui n'étaient pas très propres. C'est aussi intéressant parce que ça ouvre tout un tas de choses, tout un tas d'idées qu'on a eues. C'est peut-être une des grandes leçons qui était intéressante. On avait fait cette architecture pour les raisons qu'on a dit au départ. À l'arrivée, on s'est aperçu que ça ouvrait tout un tas de possibilités hyper intéressantes en termes de bêtement d'analyse du comportement client, par exemple, voir un modèle complètement data-driven, complètement explicite de tout ce qui se passe sur la page. C'est vraiment extrêmement intéressant, ça permet de rejouer en time machine l'intégralité du comportement de l'intégralité des 10 millions de clients. C'est pas très long en fait, c'est juste le fichier JSON qui correspond à chaque section, pas très long. En fait, ouais. Ce qu'on a fait du coup, c'est du côté, à la fois du côté serveur et du côté client, tout le code est basé sur le même DB en fait. Enfin, si on prend la DB de Reframe, donc du coup, on pourrait l'avoir, on peut l'utiliser de façon pleine en fait, tout le temps. Et en compte justement pour reproduire des sessions, c'est-à-dire qu'une fois l'état de la DB représente l'état de la session de l'utilisateur. Ce qui est très intéressant. Et les modifications sur la DB. Donc en fait, on peut rejouer et on peut faire une petite visionneuse de sessions pour les gens du marketing, qualitatif, où ils demandent une session d'un client, on leur rejoue la session du client. On peut le faire, ça coûte rien à enregistrer, c'est déjà dans le tracking JavaScript qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est gratuit quasiment. On l'a pas encore tout à fait fait, mais voilà, ça on n'y avait pas pensé, c'était pas pour ça qu'on l'a fait, c'est extrêmement intéressant, on a d'autres idées de cet ordre-là. Pour la suite, voilà, il y a l'utilisation des composants qui est, voilà,
On veut essayer de pousser le plus loin possible notre idée de symbiotisme entre les différents sites, non seulement avec le .NET qui est le site front e-commerce, mais aussi par exemple on utilise des générateurs statiques pour des mini-sites ou des pages, des choses comme ça. On aimerait bien que le maximum de choses soient partagées entre tous ces sites indépendamment de la technologie. Ce sera pas les mêmes langages, et on ne veut surtout pas forcer le fait qu'il y ait un seul langage. Donc, du coup, voilà, on utilise au maximum un système de composants génériques qui sont définis dans du handlebar et des helper handlebar qui permettront de réintégrer, quelle que soit la technologie, exactement le même header dans toutes les pages, indépendamment que ce soit sur du .NET, sur du Clojure, sur du Ruby parce que c'est du Jekyll, sur du Node.js, qu'en sais-je. Voilà, donc handlebar, c'est un système de templating sur lequel il existe quasiment. Et voilà, on essaye de débrouiller. Alors on a encore pour l'instant évidemment, on ne peut pas fonctionner comme ça sur React. En gros, le handlebar, lui, il est vraiment pas isomorphe. Donc, grosso modo, cette partie-là, on est obligé de recopier des choses en lookup et de faire des choses comme ça. Voilà, idéalement, on a aussi derrière la tête qu'un jour, on pourrait avoir un parseur de handlebar qui soit capable de reproduire l'arbre et de le filer de manière isomorphe ou JavaScript. Voilà, et dernière idée, on aimerait beaucoup, comme on a un des avantages d'avoir un front qui est complètement isomorphe, chaque page existe sous deux formes finalement, sa forme HTML et sa forme strictement de la data qui est représentée. En fait, finalement, l'HTML n'est qu'une vue sur la data que représente cette page. Et chaque page existe sous ces deux formes, la forme HTML, la forme JSON, qui contient toutes les infos qui permettent de faire le render de la page. Et donc à partir de là, on peut se dire qu'on peut faire des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que quand un client change de page, même si la page existe en HTML, celle sur laquelle il est là, on peut très bien, si on sait qu'il est en train d'exécuter JavaScript, lui faire uploader comme dans une single page app le JavaScript. Et si jamais il fait F5, il rechargera l'HTML. Donc en gros, on peut avoir une gestion progressive pour gagner en perte de la manière dont la navigation est faite en fonction de règles, des choses comme ça. La navigation, en gros, c'est offusquer les liens. Il y a l'history.js pour au lieu de charger l'HTML, on charge directement le JSON qui va populer la DB en cours avec la programmation écrite pour descendre. Du coup, si on a le bon routeur, il s'aperçoit en fonction de ce qu'il y a dans la DB sur quelle page il est, il reproduit la page. Et on n'a pas rechargé la page. On a rechargé. Voilà. C'est un next step. Voilà, et ben c'était faire pour. Si vous avez des questions, voilà. Sinon, il y a des pizzas, de la bière, du coca. Et vous pourrez aussi poser des questions.